Que vous soyez amateur de fiction ou de faits réels, vous trouverez ici de quoi vous divertir. Préparez-vous à être surpris, choqué, effrayé. Préparez-vous à frissonner à l'écoute de certaines histoires. Et n'oubliez pas, ces auteurs de crimes peuvent se cacher sous le visage de votre voisin, du jogger que vous croiserez, ou peut-être de la personne qui est assise près de vous dans le train. Une dernière chose, pensez à bien vérifier que votre porte est verrouillée. On ne sait jamais. Mikhaïl Popkov est né le 7 mars 1964 à Norilsk, dans l'ex-URSS. Il est élevé par ses grands-parents, ses parents étant partis travailler à Angarsk. À 5 ans, il rejoint ses parents et sa sœur. C'est un jeune homme intransigeant qui ne supporte pas que sa sœur sorte le soir. Popkov grandit sans amour maternel. Sa mère est violente et alcoolique. C'est un enfant en manque de reconnaissance. À l'âge de 20 ans, il rejoint les forces de police en tant que membre du ministère de l'Intérieur russe dans la région d'Irkoutsk. C'était un officier auxiliaire sans responsabilité. Il va ensuite travailler dans la ville d'Angarsk. Il est bien vu par ses collègues. Puis, il épouse Elena en 1992 et il a une fille prénommée Ekaterina. Sa plus grande crainte, qu'Elena le trompe, et c'est ce qui déclenche en lui la soif de tuer des femmes. Il va développer une haine viscérale des femmes. Popkov n'était pas très sociable, mais sa famille semblait parfaite. Il faisait de la randonnée, du vélo avec sa femme. Il aimait organiser des repas dans la cour de l'immeuble, se souvient un ancien voisin. Son mode opératoire est toujours resté le même. Toujours la nuit, au volant de son véhicule de patrouille, une Lada Niva. Il propose à des femmes seules et souvent alcoolisées de les ramener chez elles. Dans son coffre, le parfait attirail du tueur en série. Il est poli, souriant, et c'est un policier. Les femmes ne se méfient pas. Il les questionne sur leur vie et si elles étaient gentilles, cela se passait bien. Si elles l'énervaient, cela se passait mal. Mikhaïl Popkov explique: la jeune femme devait se comporter de telle manière qu'elle se moque complètement de l'endroit où nous allions. Si elle ne me provoquait pas, il n'y avait pas de préjugés de sa part ou d'attitude négative, je la ramenais chez elle et je lui demandais son numéro de téléphone si nous avions sympathisé. Celles qui ont peur, qui ne lui font pas confiance, celles-là il les tue. Quand il a une cible, il la massacre et abandonne son corps la majorité du temps le long de l'autoroute M53. Chaque meurtre le rend plus fort et plus confiant. Il se croit intouchable et tout-puissant. Son métier de policier lui facilite la tâche. Il sait effacer les traces, les preuves. Il brouille les pistes. Il a accès au dossier des enquêtes de crimes qu'il a commis. Même s'il est né dans le nord de la Sibérie, à Norilsk, il connaît Angarsk comme sa poche. Ce tueur en série sera surnommé le maniaque d'Angarsk ou le loup-garou. Angarsk, ville spécialisée dans la pétrochimie de l'uranium, a été construite par les prisonniers et entourée d'établissements pénitentiaires. La cité a coutume d'accueillir les détenus qui sont libérés. Certains y restent et alimentent la guerre des gangs qui fait rage. Le loup-garou revendique un palmarès terrifiant. 80 fémicides, plus l'homicide d'un de ses collègues du poste de police local. Toutes ces femmes étaient âgées entre 16 et 40 ans, à quelques exceptions. Il est brutal et d'une extrême violence. 10 d'entre elles auront été violées. Un bilan macabre pour ce papa modèle le jour qui, une fois la nuit tombée, se transformait en redoutable assassin, semant la mort à tout vent sur son passage. C'est l'un des pires tueurs en série de l'histoire, un monstre qui massacre pendant 20 ans entre 1992 et 2010. Il tuait ses femmes avec des couteaux, des haches, des machettes, des marteaux, des battes de baseball et des tournevis. Des armes dérobées dans les scellés de la police. Il laisse ses victimes dans un tel état que certains obsèques doivent se dérouler cercueil fermé. Les corps étaient à chaque fois mutilés,
déchiquetée, dépecée. Son premier meurtre remonte à octobre 1992, lorsque le corps d'une mère de famille, disparue la veille, après avoir fait la fête avec des amis, est retrouvé le long de la M53, une voie rapide balayée par le blizzard qui relie Irkoutsk, en Sibérie, à la capitale du pays, Moscou. Yelena y a été laissée là même le sol froid, recouvert d'une couche de neige. Elle a été frappée à la tête, son crâne défoncé et son corps mutilé. Elle est en grande partie dénudée. Elle a été violée. Personne ne se doute que ce corps est le premier d'une longue et sordide série. Bientôt, la M53 devient la route de la mort. Au fil des semaines, des femmes disparaissent souvent la nuit, à Angarsk. Les femmes se volatilisent à la sortie d'un bar ou entrant dans la gare, et leurs corps sont retrouvés le long de l'autoroute. Certaines femmes sont aussi découvertes jetées dans les cimetières. Elles ont été tuées à coups de hache, de marteau ou de tournevis. Et puis, pour certaines, violées. Tous ces meurtres vont se succéder. La police locale ne prête pas plus attention à toutes ces tueries. Elle ne se montre pas très concernée, et certaines enquêtes se résument à seulement 3 pages. Les autopsies révèlent qu'en majorité, ces femmes avaient consommé de l'alcool. Les affaires sont alors classées en querelle conjugale. Depuis la chute de l'URSS, le pays connaît une vague importante de violence. Si la police avait mené l'enquête, peut-être que la liste des victimes n'aurait pas été aussi conséquente. Le corps d'une adolescente de 14 ans est retrouvé abandonné dans un chantier. Plus tard, celui d'une jeune femme de 20 ans, jetée dans une tranchée. L'hiver 1992, plusieurs dépouilles de femmes mutilées sont retrouvées sur les bords de la rivière gelée Angara. Et à chaque fois, Mikhail Popkov est passé par là. Comment a-t-il pu commettre autant de crimes sans se faire attraper avant? Les années 1997, 1998 et 1999 sont particulièrement sanglantes. C'est pourquoi, à l'automne 98, Nilolai Mitaev, adjoint du procureur général, est envoyé à Angarsk et reprend l'enquête qui piétine depuis 6 ans. En 1998, Sveltana, une jeune fille de 18 ans, croise la route du tueur. Elle a raté le dernier tram et décide de rentrer à pied. Elle croise la route de Popkov qui lui propose de la ramener. Elle accepte de monter dans la voiture d'un inconnu. Il lui explique qu'il est policier. Mais quand ce dernier passe devant chez elle sans s'arrêter, elle commence à paniquer. Popkov immobilise son véhicule et commence à frapper la jeune fille. Il la tabasse, il lui tire les cheveux. Elle crie à l'aide et attire l'attention de témoins. L'agresseur fait mine de s'enfuir, mais revient quelques minutes plus tard et se jette sur elle. Elle se réveillera le lendemain à la morgue, alors qu'elle est bien vivante. Svetlana a en partie perdu la mémoire et la police rechigne à prendre sa plainte jusqu'à une séance d'hypnose où elle évoque des détails qui laissent penser que le maniaque est peut-être un policier. Ces déclarations ne sont pas dévoilées dans la presse. Il faut rester discret. Les policiers découvrent sur les scènes de crime les traces d'une Lada 4x4, un véhicule tout-terrain comme ceux utilisés par les forces de l'ordre. Les enquêteurs commencent à croire que le tueur en série est un policier. Mikhail Popkov, comme d'autres agents, est auditionné, mais sans suite. En juillet 1999, Evgenia Protasova, une jeune fille de 18 ans, vient de se disputer avec son compagnon quand elle est prise en stop par Popkov. Rassurée au début par l'insigne de police, la peur la gagne lorsqu'elle remarque que la voiture n'emprunte pas la route de son domicile. J'ai compris qu'il voulait me tuer. Ensuite, je ne me souviens plus de rien. Je me suis réveillée longtemps, après dans la forêt. Elle a failli connaître le même sort. Après avoir subi de lourdes opérations, elle souffre encore aujourd'hui de séquelles physiques et psychologiques. Seules ces 2 femmes ont survécu à ces attaques. Leurs témoignages seront déterminants pour l'arrestation du serial killer. Il était très souriant, plutôt attirant. Je me sentais en confiance au moment de monter dans son véhicule. Il prend de plus en plus d'assurance et tue parfois ses victimes par 2. Pour les justifier, il parle de femmes de mauvaise vie qui passaient leurs soirées dans les bars.
En 2000, il est obligé de retourner sur les lieux d'un crime, celui de Maria Lizina, 35 ans, et Lilia Pashkovslaya, 37 ans, afin de récupérer son badge de police qu'il a oublié sur place. J'ai vu qu'une des femmes respirait encore. J'ai été choqué qu'elle soit toujours en vie. Je l'ai achevée avec une pelle. Il aime tuer. Le procureur général établit une liste de 7 policiers suspects dans laquelle figure Popkov. Mais ils seront tous mis hors d'état de cause. J'ai très vite compris que l'enquête avait été complètement bâclée. Tout avait été fait superficiellement. Nombre d'indices avaient été négligés et perdus. Les examens de base, même pas effectués. Le procureur dresse le portrait du suspect recherché. Un homme de type européen qui connaît parfaitement la région, qui se déplace avec sa propre voiture pour repérer ses victimes. Des femmes, si possible alcoolisées ou seules. Bref, des proies faciles. Le suspect serait né entre 1960 et 1969. Il pourrait s'agir d'un mari trompé et il serait policier. Mais 1 an après son arrivée dans la région des meurtres, le procureur est démis de ses fonctions. Popkov est soulagé et peut continuer sa folie meurtrière tranquillement. C'est en 2002 que l'enquête sera reprise par le comté d'enquête, le FBI à la russe. Malgré les embûches rencontrées et la non-coopération des autorités locales, le sergent Derzavin, qui est en charge de l'enquête, réussit à identifier une empreinte génétique du tueur grâce aux traces ADN récupérées sur le corps de 3 victimes. C'est cette même année que Popkov sera viré de la police. Il a frappé à coups de crosse un homme ivre en pleine rue. Il devient dans un premier temps agent de sécurité, puis vendeur de voitures. La cadence de massacre semble ralentie. La population croit même que le serial killer est mort. Mais en fait, il a agrandi son terrain de chasse. Son métier de vendeur de voitures le fait circuler sur une plus grande partie du territoire. L'enquête est reprise par Artyom Dubinin en 2009. Et de 30 000 suspects, il passe à 3 500. L'enquêteur, qui reste sur la piste d'un policier tueur, décide de réaliser des tests ADN sur 3 500 policiers actuels et anciens. La liste des suspects descend à 600 noms. En 2010, les suspects sont convoqués pour de nouveaux tests ADN. Ces 600 suspects potentiels sont classés par ordre alphabétique. Ce n'est donc que 2 ans après que Popkov est convoqué par la police. Il se présente et subit des prélèvements salivaires. 2 semaines plus tard, les résultats tombent. La salive de Popkov correspond à 100% à une empreinte génétique trouvée sur 3 scènes de meurtre. Le 29 juin 2012, à 15h, la traque du tueur en série d'Angarsk prend fin. Popkov est arrêté à la descente d'un train. Il avoue 22 meurtres et est condamné à perpétuité en 2015. 3 ans plus tard, il reconnaît 59 autres homicides. L'audience à huis clos tenue le 17 mars 2018 est un procès sans partie civile ou presque. Popkov a beau avoir ôté la vie à 81 personnes entre 92 et 2012, la poignée de bancs étroits de la petite salle d'audience ne peut accueillir qu'une quinzaine de personnes. Et certaines victimes n'ont jamais été réclamées. Le 10 décembre 2018, il est condamné à une 2e peine de perpétuité. C'est la fin d'une double vie entre meurtre sauvage et vie de famille rangée. Lors de son procès, le juge lui demandera pourquoi, s'il a tué toutes ces femmes parce qu'il supposait que la sienne le trompait, n'a-t-il pas tué cette dernière? Il expliquera qu'il n'a rien fait par amour pour sa fille. Il ne voulait pas faire d'elle une orpheline. Quand je me réveillais le matin, je m'assurais que je n'avais pas étranglé ma femme. J'avais une famille. Ma femme et ma fille me considéraient comme un bon mari et un bon père, ce qui correspondait à la réalité. Aujourd'hui, à 58 ans, Popkov purge sa peine dans un pénitencier baptisé Dauphin Noir, près de la frontière du Kazakhstan. Toutes les analyses réalisées par différents spécialistes
révèle que Popkov ne souffre pas de trouble mental, démence ou autre état d'esprit douloureux. Du fond de son cachot, cet ancien policier a pris connaissance de la campagne de recrutement du groupe Wagner dans les établissements pénitentiaires de Russie. Pourrait-il intégrer la milice des mercenaires Wagner? Rien n'est moins sûr. Mais Popkov, surnommé le maniaque d'Angarsk, montre clairement son ambition. En janvier de cette année, l'ex-policier assure être capable d'apporter ses forces aux mercenaires. Je pourrais apporter mes connaissances militaires. Je pense qu'il y a une demande, même si le matériel est plus moderne. Avec des radios électroniques, par exemple. Même si j'ai passé ces 10 dernières années en prison, je ne pense pas que ce soit si difficile de réapprendre. Pour l'instant, la milice et son dirigeant n'ont pas donné suite à la demande de Popkov. Il paraît cependant difficile d'imaginer que libérer le meurtrier pour la cause de l'opération spéciale en Ukraine lancée par Poutine le 24 février 2022 fasse l'unanimité dans la société russe. Si je dis que c'est mon désir, je ne serai pas tout à fait sincère. Après tout, ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas un roman, une histoire de suite. Mais en rentrant dans la vraie vie, et pour être honnête et objectif, si on me fait attendre encore pendant la période janvier-février, la période la plus froide, pour moi, le gel n'est pas pire. Là, je signe tout de suite. C'est juste qu'à sortir d'une tranchée froide pour entrer dans une pièce chaude, combien de temps on peut tenir? En effet, le deal proposé dans les prisons russes est 6 mois de combat en première ligne en Ukraine contre une libération automatique. Pour regarnir les rangs de sa milice privée, Wagner suscitait quelques vocations. D'après les chiffres dévoilés par la présidence ukrainienne, sur les 38 000 soldats de provenance carcérale déployés sur le front par la milice, 29 000 sont déjà hors de combat. Il a échappé aux autorités russes pendant près de 2 décennies, pour devenir le pire tueur en série de l'histoire récente. Va-t-il regagner sa liberté en intégrant le groupe paramilitaire Wagner? Affaire à suivre.